Depuis le début de ces entretiens, Jean Tawliski, nous avons très souvent fait référence au programme génétique de façon indirecte ou de façon directe. En effet, c'est une notion essentielle qui semble d'ailleurs être liée à une autre notion qui a une grande importance, la notion de coordination, à savoir un ensemble de processus qui se trouvent coordonnés aussi bien de manière interne qu'avec des processus externes aux processus internes eux-mêmes. Or, nous avons vu aussi qu'il pouvait se produire des modifications du programme génétique et que ces modifications, mutations, étaient en général aléatoires. Alors on pourrait tout de même se questionner, se demander s'il n'y a pas une contradiction entre ce programme génétique chargé de coordonner, de veiller à la bonne coordination des processus et par ailleurs soumis dans le même temps à des modifications aléatoires. Oui, c'est vrai. Tant que le programme génétique n'est pas modifié, il opère de façon coordonnée en relation avec le métabolisme général de la cellule, et ce sont les modifications de ce programme qui surviennent de façon aléatoire. Alors, on a déjà fait allusion aux mutations, qu'il s'agisse du changement d'une seule base, d'une perte d'une base, d'addition de base. Il peut y avoir perte de plusieurs bases, des modifications plus ou moins importantes. Il y a aussi ce qu'on appelle les gènes sauteurs, c'est-à-dire des gènes qui peuvent passer d'une partie d'un chromosome à un autre ou d'un chromosome à un autre. Il y a aussi le fait que au cours de la replication du DNA, des erreurs peuvent se produire qui peuvent ou non être réparées. Autrement dit, le DNA, qui lorsqu'on le considère comme modèle moléculaire ou quand on envoie une photographie en microscopie électronique, apparaît comme une structure un peu figée et solennelle, est en réalité plein de fantaisie. Il est sujet à des remaniements plus ou moins importants. Les processus d'hérédité sont destinés à conserver l'espèce, on l'a vu, et par ailleurs, on sait qu'il y a une certaine évolution. Donc là, on se retrouve effectivement devant cette interrogation. À propos de l'hérédité, on parle assez fréquemment de la loterie de l'hérédité. Ça laisse supposer qu'il y a quelque part le hasard qui s'immisce là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une certaine idée de l'endroit, des endroits où peut se manifester ce hasard? Oui, je crois qu'il faut distinguer deux systèmes pour simplifier les choses et pour les présenter. Chez les cellules bactériennes ou chez les virus, il n'y a par cellule ou par particule virale qu'une seule molécule de DNA. Et par conséquent, tous les gènes qui sont des segments de DNA font partie d'un même ensemble, et c'est cet ensemble qui sera transmis de cellules bactériennes à cellules bactériennes. Chez les cellules eucaryotes qui possèdent un véritable noyau, le DNA est réparti entre plusieurs structures indépendantes que l'on appelle des chromosomes. Chaque chromosome étant formé d'une seule double hélice et situé dans le noyau. Autrement dit, cette fois, il y a plusieurs groupes de liaisons entre gènes et chaque groupe de liaison va se comporter de façon indépendante des autres groupes. Alors, lorsqu'une cellule se divise, cette division est précédée par une synthèse de DNA et c'est le même équipement chromosomique qui sera transmis de la cellule mère aux cellules filles. Par conséquent, les cellules filles ont les mêmes gènes, elles ont le même programme, elles font les mêmes protéines, ce qui impose les mêmes caractères, sauf naturellement s'il y a mutation. Là, vous parlez d'êtres vivants très simples qui ne se reproduisent pas de façon sexuée. Mais quand on entre dans des organismes plus complexes, et dans le cadre même de la reproduction sexuée, ça doit se présenter différemment. Oui, c'est vrai, je voudrais simplement corriger un peu votre remarque. Ce système de division par division successive, il existe aussi chez nous. C'est par division, par un système de reproduction asexué que les cellules d'un organisme se multiplient. À partir de l'œuf. À partir de l'œuf, c'est ça. Mais alors, effectivement, chez les organismes à reproduction sexuée, on voit apparaître l'aléatoire à un deuxième niveau. Alors là, je suis un peu obligé de faire un peu de vocabulaire. La fécondation met en jeu un spermatozoïde et un ovule, c'est ce qu'on appelle des gamètes. Chacun de ces gamètes contient un seul lot de chromosomes, on dit qu'il est haploïde, et c'est la réunion de ces deux lots lors de la fécondation qui donne à l'œuf
son état diploïde où on trouve deux lots de chromosomes homologues, l'un venant du père, l'autre venant de la mère. L'œuf diploïde est à l'origine de l'individu dont toutes les cellules vont être diploïdes à leur tour, sauf celles qui vont être à l'origine de la production des gamètes. Alors ce processus qui aboutit d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes, c'est un processus extrêmement important qui s'appelle la méiose. Le résultat essentiel, c'est que premièrement, à partir d'une cellule diploïde, on a 4 cellules haploïdes qui sont les gamètes. Deuxièmement, et c'est là où intervient l'aléatoire, au cours de ce processus, les chromosomes homologues de la cellule diploïde précurseurs vont se répartir de façon parfaitement aléatoire dans les gamètes. Alors je peux vous donner une idée du nombre de combinaisons différentes également probables. Chez l'homme, les gamètes, qu'ils soient mâles ou femelles, contiennent 23 chromosomes, c'est le nombre haploïde. Et par conséquent, le nombre de combinaisons également probables, lorsqu'un monsieur fait des spermatozoïdes, c'est de l'ordre de 8 millions. Comme dans l'espèce humaine, il faut être 2 pour faire un bébé, un papa et une maman, ça veut dire que chacun des sexes produit, avec une fréquence égale, 8 millions de possibilités également probables. De sorte que c'est le deuxième événement de l'aléatoire, de la loterie de l'hérédité. Il y a une chance sur 7 10 puissance 13 pour que ce soit les mêmes combinaisons génétiques qui se retrouvent dans l'œuf. À ceci s'ajoute qu'au cours de la méiose, toujours, il y a des possibilités d'échange entre chromosomes homologues et par conséquent des possibilités d'échange entre gènes différents. On assiste donc à un véritable brassage des gènes, ce qui est une des raisons en particulier pour lesquelles chacun de nous est un être unique au monde. Vous parlez d'un grand brassage des gènes et vous semblez dire que c'est à cause de ça que chaque individu est unique en son genre au monde. Mais si les gènes sont tous les mêmes, non seulement pour une même espèce, mais pour toutes les espèces, on devrait plutôt aboutir à des êtres semblables plutôt qu'à des êtres différents. C'est vrai. En fait, ce sont les mêmes gènes que l'on trouve dans tous les individus d'une espèce et même entre individus appartenant à des espèces différentes. Mais, et c'est là où c'est le point important, ces gènes ne se trouvent pas tous sous la même forme. Sinon, effectivement, tout le monde serait semblable à tout le monde. Alors, je vais prendre un exemple pour fixer un peu le vocabulaire. Prendre l'exemple d'un chromosome venant par exemple du père et se trouvant dans un gamète. On va prendre 3 gènes qu'on va dénommer grand A, grand B, grand C. La forme du gène grand A pourra être celle que l'on trouve dans la plus grande partie de la population. On parle alors d'un allèle, une forme allèle normale ou allèle sauvage. Le gène grand B pourrait être sous forme mutée B', on parle d'allèle muté. Le gène grand C sous forme normale. Chez la mère, on pourra avoir dans le gamète la même situation, grand A, grand B', grand C. L'œuf sera par conséquent grand A, grand B', grand C, grand C. On dit alors que l'individu est homozygote pour grand A, B' et C. Mais si le gamète fourni par la mère est grand A', B, C' par exemple, l'individu sera lui grand A', grand B', grand C, grand C'. Il sera donc hétérozygote grand A', homozygote grand B', hétérozygote grand C'. Autrement dit, on va avoir des combinaisons très différentes de gènes identiques mais qui existent sous des formes différentes. Et finalement, l'intérêt fondamental de la reproduction sexuée, outre le plaisir qu'elle peut nous procurer, c'est pas celui-là, l'intérêt fondamental, c'est que ça produit un nombre infini de combinaisons génétiques possibles dont certaines vont se révéler par des caractères différents. Alors, au fond, quand on a affaire à une cellule diploïde, on a donc 2 chaînes avec des gènes qui se regardent et le tout est de savoir lequel de chacun de la paire de gènes va s'exprimer. Alors quand ils sont allèles
normaux, là ça va très bien parce que c'est la même chose, mais quand ils sont différents, quand il y a allèle normal et allèle muté, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, lequel des deux va s'exprimer? Est-ce qu'on peut le savoir? Alors, il y a au moins deux cas qui sont possibles. Le premier cas, les deux allèles, qu'ils soient normal ou mutés, expriment leur fonction et aboutissent tous deux à la synthèse de protéines qui vont imposer leur caractère aux cellules et donc à l'individu. On dit alors qu'il y a codominance. Vous avez un exemple dans les substances de groupe sanguin, grand A et grand B. C'est un même gène qui est sous deux formes différentes. Un individu formera donc deux types de substances, grand A et grand B, qui vous donnera le groupe sanguin AB. Le deuxième cas, c'est le cas où l'un des allèles exprime sa fonction, alors que l'autre ne l'exprime pas. C'est en général l'allèle muté qui n'exprime pas sa fonction du fait qu'il va commander à la synthèse d'une protéine qui sera altérée dans ses fonctions, alors que l'autre donne une protéine normale. C'est le caractère régi par l'allèle qui s'exprime qui sera donc réalisé, et ce caractère sera dit dominant, l'autre étant récessif. Vous avez toujours l'exemple dans les substances de groupe sanguin, le groupe sanguin A et le groupe sanguin O. Le groupe sanguin O est récessif par rapport au groupe sanguin A. Un individu AO aura un caractère de groupe sanguin grand A. Autrement dit, je crois qu'il faut être clair, ce n'est pas l'allèle qui est dominant ou récessif, c'est le caractère dont il gouverne la réalisation. Et un allèle récessif peut parfaitement être conservé sous cette forme masquée dans la descendance. Lorsqu'il sera en double dose, lorsqu'il rencontre un autre allèle du même type, muté, à ce moment-là, il va s'exprimer. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Et on le verra dans le cadre de l'évolution. C'est au niveau du DNA que se situe la variabilité première, mais c'est au niveau des caractères que jouent les processus de sélection qui ont opéré au cours de l'évolution. Ceci pour modeler les organismes tels que nous les voyons actuellement, si bien adaptés à leurs conditions de milieu, mais qui possèdent encore dans leur réservoir de gènes de quoi s'adapter à de nouvelles conditions. On a vu déjà plusieurs fois que l'hérédité a pour mission de garder la pérennité dans l'espèce, en tout cas de pérenniser l'espèce. Et étant donné qu'elle représente dans les phénomènes de reproduction une véritable loterie, on peut penser qu'elle est la base même de l'évolution. C'est-à-dire que là aussi, il y a des contradictions apparentes, mais ce ne sont sans doute que des apparences. Ce ne sont que des contradictions apparentes, parce que pour qu'un organisme évolue, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait à la fois modification et transmission de ce qui a été modifié. Alors, je voudrais tout d'abord dire que l'évolution, c'est quelque chose qui est nécessaire. On peut prendre par exemple l'exemple d'une colonie, d'une culture bactérienne formée d'un grand nombre d'individus et placée dans un milieu de culture. Du seul fait du métabolisme de ces bactéries, le milieu de culture va être modifié et il peut se produire une accumulation de substances toxiques. Et par conséquent, si la population bactérienne n'a pas, parmi ces individus, quelques-uns qui peuvent résister, du fait qu'ils ont muté, qui peuvent résister à ces produits toxiques, toute la population va être éliminée. Il y a un exemple classique, c'est celui de la streptomycine. Si vous placez une culture bactérienne en présence de streptomycine, sur 10 millions de bactéries, il y en aura une seulement qui va résister. Celle-là va transmettre ses caractères à la descendance. Elle a résisté parce qu'elle portait une mutation qui lui permet de résister à la streptomycine, et ceci est tout à fait général. Il faut comprendre que la mutation avait précédé l'addition de streptomycine. Tout à fait. La streptomycine n'a fait que sélectionner, elle n'a fait que trier, elle n'a fait que faire en sorte que de faire sortir de la plus grande partie de la population la bactérie qui portait la mutation en question. Et c'est bien entendu cette bactérie qui va se reproduire et qui va être à l'origine d'une population entièrement résistante à la streptomycine. Et je crois qu'il ne faut pas prendre ce phénomène pour, par exemple, un héritage de caractère acquis, puisque la mutation était précédente au contact à la streptomycine. Oui, et ceci est très général. Il n'y a pas transmission héréditaire de caractères acquis.
Et il ne peut pas y avoir transmission de caractère acquis du fait même du mécanisme selon lequel se fait la reproduction asexuée et sexuée qui est toujours sous la dépendance du DNA. Mais en vérité, l'exemple de cette bactérie résistante à la streptomycine est un exemple optimiste parce que généralement les mutations ont mauvaise réputation au contraire, c'est-à-dire qu'elles mettent en cause l'existence de l'espèce. Les mutations ont mauvaise réputation, c'est vrai, mais ça n'est pas fondé. Une mutation n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle peut être bonne ou mauvaise pour l'individu, mais l'essentiel, c'est que c'est ce qui se passe au niveau de l'espèce. Je peux vous donner un exemple, c'est celui encore de l'anémie falciforme. Les individus qui sont atteints de cette maladie meurent en bas âge, ils n'ont pas de descendance, et par conséquent, on devrait s'attendre à ce que le gène en question disparaisse de l'ensemble de la population. Or, il se maintient. Et s'il se maintient, on a bonne raison de le penser, c'est parce que les hétérozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont un allèle normal et un allèle muté, résistent mieux au paludisme que ne résistent les homozygotes qui ont un allèle normal, qui ont deux allèles normaux. Autrement dit, on voit là sur un exemple assez clair qu'une mutation n'est ni bonne ni mauvaise par elle-même, que ça dépend essentiellement des conditions dans lesquelles se trouve la population et qu'il ne faut pas confondre le sort d'un individu avec le sort de l'espèce à laquelle il appartient. On revoit apparaître là effectivement la notion de loterie, puisque rien n'est bon ni mauvais a priori, mais ça dépend quelles peuvent en être les conséquences, et notamment les coïncidences d'une mutation avec la réactivité possible avec l'environnement. Mais tous ces éléments de loterie supposent effectivement la loi des grands nombres, c'est-à-dire que pour survivre, il faut sans doute avoir un très grand nombre de chances, puisqu'il va y avoir des éliminations au hasard. Oui, c'est vrai qu'avant même de pouvoir évoluer, il faut exister, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je vais prendre deux exemples. Chaque sardine pond 1,2 million par ponte. En 15 générations, on a assez de sardines, on a autant de sardines que d'atomes dans l'univers. Un homme forme au cours de sa vie 10 puissance 12 spermatozoïdes, même Jean-Sébastien Bach n'a eu que 20 enfants. Une femme possède 400 ovules. Si elle a une dizaine d'enfants, c'est déjà une belle famille. Autrement dit, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Sans même qu'on puisse parler de sélection, au sens propre du terme, il y a une élimination, une destruction massive d'immenses possibilités de combinaisons génétiques. C'est ce qu'on appelle la mort génétique. Ceci dit, même si la fécondation réussit, il n'est pas certain que ça arrive au bout. Dans l'espèce humaine, on a de bonnes raisons de penser qu'un œuf fécondé sur 2 seulement arrive à maturité. Autrement dit, lorsqu'un œuf a été formé, il y a encore 50 chances sur % pour qu'on arrive à un avortement. Autrement dit, il n'est pas donné à tout le monde d'exister, et c'est seulement à partir du moment où on existe qu'on pourra voir apparaître des phénomènes de sélection. Peut-être il est temps maintenant d'aborder justement les mécanismes qui président à ce rapprochement avec la sélection. C'est-à-dire comment est-ce que la sélection intervient alors? Alors je crois qu'il y a déjà une première notion qui est importante, c'est que la variation se situe au niveau du DNA, la sélection intervient au niveau des caractères, essentiellement des caractères physiologiques. Ça, c'est un premier point. Mais intervenant au niveau des caractères physiologiques, les processus de sélection vont avoir pour effet d'éliminer certains des individus qui portent ces caractères, et les éliminant, elle va éliminer du même coup les gènes qui sont à l'origine de ces caractères. Autrement dit, il va y avoir une évolution de la constitution génétique des individus d'une population par le biais d'une sélection qui s'exerce au niveau des caractères des individus de la population. En ce qui concerne les mécanismes maintenant, on a un certain nombre d'idées sur la façon dont ça peut se faire, et en particulier, il y a un mécanisme important, c'est celui qui passe par la copie de gènes, c'est-à-dire qu'au cours du métabolisme cellulaire, il peut y avoir des segments de DNA
qui se trouvent, comme on dit, dupliqués, c'est-à-dire multipliés par 2. Au lieu d'avoir un gène, vous en avez 2 qui sont identiques. Alors ça, c'est un système intéressant pour l'évolution parce que les fonctions habituelles de l'organisme sont assurées par le gène préexistant et le deuxième gène qui vient d'être fourni par la copie, il va pouvoir, lui, subir des mutations sans que pour autant l'organisme en souffre. Si parmi ces mutations, certaines donnent des produits qui donnent un avantage sélectif à l'individu, on verra apparaître des caractères nouveaux qui seront transmis à la descendance et se perpétuer dans la population le gène en question. Et on a de bons exemples maintenant qui permettent de dire qu'elle a bien été ainsi. Si je comprends bien, pour que l'évolution fonctionne, il faut à la fois qu'il y ait conservation d'un certain nombre de choses et possibilité de changement, c'est-à-dire que c'est et éventuellement transmission du changement lorsqu'il est adapté à la situation. Est-ce que ces deux processus, c'est-à-dire conservation et capacité de transformation, sont suffisants pour expliquer la constitution des espèces, une espèce ne ressemblant pas à une autre, et cependant l'évolution indiquant qu'il y a eu passage d'une espèce à une autre? Oui, qu'il y a eu différenciation d'espèces à partir d'espèces qui étaient vraisemblablement communes. Mais je crois qu'il faut commencer par définir ce qu'on entend par l'espèce, et je crois que la meilleure définition, c'est celle de Cuvier, qu'on va compléter. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des individus nés les uns des autres ou de parents communs et qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Et le complément, qui est un complément important, c'est que à l'intérieur de cet ensemble, les individus peuvent échanger librement leurs gènes et avoir une descendance fertile, alors qu'ils sont génétiquement isolés des individus appartenant à une autre espèce avec laquelle ils n'échangent pas de gènes. Autrement dit, il s'agit d'ensembles fermés, de réservoirs clos de gènes. Bien, en ce qui concerne maintenant ce qu'on sait des mécanismes de spéciation, ce sont des mécanismes très divers. Il peut y avoir spéciation à partir de situations très différentes. Soit par exemple qu'un certain nombre d'individus d'une espèce donnée, soit pour des raisons géographiques ou climatiques, isolés du reste de la population. À ce moment-là, ils vont se reproduire entre eux, ils vont s'interféconder, et les fréquences selon lesquelles les différentes formes d'un même gène se trouvent dans cette nouvelle population vont évoluer différemment de la population d'origine. Et on va voir s'accumuler en quelque sorte des différences au niveau de ces fréquences de gènes qui vont finalement faire en sorte que la nouvelle population va se trouver isolée génétiquement de l'ancienne et par conséquent être à l'origine d'une espèce nouvelle. Alors ça peut se faire sur les petites populations où les échantillons sont très minimes. À la suite, donc, comme je le disais, d'isolement géographique, d'isolement climatique, du fait qu'on se trouve dans une niche différente du reste de la population, et c'est un des mécanismes de la spéciation. Les mécanismes mis en jeu sont extrêmement divers. Ils aboutissent tous à empêcher que s'effectuent des fécondations entre les individus de l'espèce nouvellement apparue et les individus de l'espèce parentale. Alors là, les systèmes sont très divers, depuis des formes chromosomiques modifiées jusqu'à des caractères morphologiques qui empêchent les accouplements ou des phénomènes qui font que lorsque les accouplements sont réalisés, ils ne sont pas fertiles. Dans tout ce que vous venez de décrire, il y a effectivement souvent allusion à la diversité, bien entendu, diversité des caractères notamment. Alors, est-ce que c'est ça qui est important ? Ce qui est important, c'est ce qui touche aux fonctions essentielles et qui permet d'améliorer un rendement énergétique, une meilleure coordination, un système reproductif plus fécond. Donc pas forcément ce qui est apparent. Pas forcément ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est ce qui apparaît aux yeux de l'observateur par définition. Je vais vous donner un exemple. Les généticiens se sont longuement intéressés à la transmission héréditaire d'un caractère tel que le nombre de poils que l'on peut compter sur une patte de drosophile. Et naturellement, leurs collègues trouvaient que c'était indigne d'esprit adulte que de s'amuser à ces petits jeux-là. Jusqu'au moment où ils ont montré que le couple d'allèles en question régit en réalité la viabilité
des pontes, de la drosophile. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qu'on voit au premier abord. Ce qui est important, c'est ce qui touche aux fonctions essentielles. Et il y a une notion intéressante là, c'est qu'un gène, surtout chez un organisme multicellulaire, a toujours des actions extrêmement diverses. Un gène va commander la biosynthèse d'une protéine, la protéine est modifiée si le gène est muté, et il va s'en suivre une cascade d'événements dont certains apparaîtront sous la forme de caractères particuliers qui sont directement accessibles à l'expérimentateur. Mais ce n'est pas forcément ce qui apparaît aux yeux de l'expérimentateur au premier abord qui est le plus important pour la survie de l'individu et pour la survie de l'espèce.